Bonjour chers amis traders. Comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine, où l'on voit quelques statistiques notamment sur la partie dollar, la partie USD. Lundi, l'indice début d'après-midi, enfin milieu d'après-midi, l'indice ISM. Également sur le mercredi après-midi, donc l'indice ISM aussi, la suite sur la partie non manufacturière alors que l'indice est manufacturier. On aura les informations sur tout ce qui est emploi également, donc ce qui peut impacter un petit peu la volatilité. Pour le reste, donc plutôt pour la zone euro, quelques informations statistiques jeudi après-midi et vendredi après-midi, alors vendredi matin plutôt pour la partie Allemagne. Et enfin, si vous tradez bien sûr l'AUD ou le CAD, vous allez certainement avoir des pics de volatilité mardi, donc dans la nuit, et bien sûr vers vendredi en début d'après-midi. Sinon pour le reste, c'est une semaine qui devrait être à peu près calme, sauf incident majeur non prévisible en tout cas, ou en tout cas non prévu à ce jour. Mais une semaine un peu plus calme que les deux dernières semaines qu'on a pu connaître. Allez, on attaque tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Eh bien, on risque de me répéter, depuis quelques semaines maintenant, le Bitcoin ne fait strictement rien d'un point de vue long terme. On est toujours en latéralisation, donc ce qui veut dire qu'en journalier, on a un range, mais qui est d'une telle amplitude, tellement faible, qu'il n'est pas facile à exploiter, même très dangereux à exploiter. Donc pour l'instant, on reste en retrait du Bitcoin, que ce soit à court terme ou long terme. Sur le long terme, qu'est-ce qu'on attend finalement pour repartir? Eh bien, on attend que cette configuration que j'ai dessinée ici, qui est en fait un rectangle baissier, se termine, et ça, on l'aura quand on commencera à voir le stochastique qui va repasser au-dessus des 50, et du coup, le RSI qui va faire la même chose, rebondir dessus, repartir dessus, revenir dessus et rebondir. Là, à ce moment-là, on aura un signal potentiel, en tout cas intéressant de retournement, et c'est là, ça sera vraiment intéressant de revenir. Alors, évidemment, sur le court terme, ce type de pratique va éviter de prendre parfois des momentum intéressants, mais très courts. Maintenant, si on se place dans un horizon long terme, c'est quand même plus intéressant d'avoir, comme c'était le cas par exemple ici, d'avoir effectivement une cassure du RSI au-dessus de sa zone de neutralité, stabilise dessus et il rebondit dessus, donc d'entrer en position là. Puisqu'après, on a potentiellement des mouvements assez conséquents, plutôt que dès le départ de vouloir prendre des entrées comme c'était le cas ici, puis en fait ce sont des pétards mouillés qui refluent, et on le voit avec le RSI. Donc peut-être que la meilleure solution que nous apprend, la meilleure chose que nous apprend le Bitcoin en ce moment, eh bien c'est tout simplement d'être patient. En tout cas pour l'instant, moi je reste en dehors de ce type de titre. Pour ce qui est du DAX, écoutez, ce que j'avais prévu la semaine dernière est en train de se réaliser, à savoir donc une évolution du DAX au sein de ce rectangle baissier. Tout simplement parce que on a déjà sur une base weekly un stochastique qui évolue en dessous de sa zone de neutralité, le RSI fait la même chose, donc tout ça c'est très très baissier. Et puis effectivement, on a à la faveur peut-être des points, des POC, c'est-à-dire des pics dans les volumes par prix, on a peut-être des freinages de la baisse du prix, mais bon, ça tergiverse et après ça continue tout simplement parce que sur une base weekly, on a ces indicateurs qui nous confirment qu'on est en train de baisser et qu'il n'y a aucune indication que ça va se retourner, même pas de divergence, quoi que ce soit en tout cas pour l'instant, donc c'est très très baissier. Bon, d'un point de vue géopolitique, on voit bien que l'Allemagne dépend aussi beaucoup du gaz, puis avec les événements qui ont eu lieu sur les gazoducs et l'approvisionnement en gaz, on peut se douter effectivement que l'industrie n'est pas au top de sa forme, donc l'économie aussi, et par effet de ricochet, l'indice suit un petit peu ce monde-là. Par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est de se mettre sur peut-être une base un peu plus rapide. Donc, moi, j'utilise beaucoup le mini DAX parce qu'il me permet effectivement, sans être trop nerveux, c'est le moins qu'on puisse dire, mais d'accompagner un petit peu ces baisses-là. Il va permettre effectivement, à la faveur d'un rebond à la fois du RSI sur sa zone de neutralité et puis du stochastique qui se retourne, pouvoir prendre un mouvement de swing trading. Et là, on voit clairement que depuis le mois de septembre, si on se base sur une périodicité d'une journée, on a une belle baisse qui est intéressante à prendre vraiment sur du long terme. Alors peut-être pas facile effectivement avec des indices comme le DAX, qui sont assez chers en termes de points, mais on pouvait bien sûr se rapprocher encore du prix, peut-être passer sur une base d'une heure, et retrouver ce que j'essaie de répéter à chaque fois, c'est-à-dire qu'en gros, on a un RSI qui évolue en dessous de sa zone de neutralité, même s'il peut y avoir quelques verrues par-ci ou là, par-ci, par-là, et bien en fait, quand il évolue en dessous et qu'il rebondit dessous, eh bien on a tout intérêt, finalement, quand le stochastique à ce moment-là repasse sous son signal, de tenter une prise de position. Parce que si ça marche très bien, si ça marche dans notre sens, ça va partir très vite, donc ça va vraiment partir, on va le voir tout de suite. Et puis si on s'est trompé, on va très vite être éjecté. Donc c'est ce type de configuration-là qui est intéressante. Si on a un stop, un money management assez serré, qui consiste à dire, si ça va dans mon sens,
je poursuis en fait tant que le RSI reste en dessous de sa zone de neutralité. Et puis si je me fais éjecter, ben voilà, j'ai perdu un stop assez serré, donc je limite les dégâts. C'est vraiment ce type de configuration là, on a quand même un momentum quasiment ininterrompu, quelques verrues ici, là, bon, qui peuvent effectivement nous éjecter, mais on reste rarement non plus en position pendant, en tout cas sur le DAX ou le mini DAX pendant des semaines. Et là on a quand même une configuration depuis près de 2 semaines qui est baissière, donc vraiment un momentum très baissier qui est extrêmement simple en plus à voir et donc facile à trader. Je pense que là, on a tout intérêt à continuer à se gaver, en sachant que la semaine prochaine, on peut avoir un effet de rebond, parce qu'on arrive en bas de ce rectangle-là, et qu'on peut avoir donc, un petit peu comme on l'a vu ici, ou ici, un mouvement haussier de correction au sein de cette baisse. À ce moment-là, on attend tout simplement le mouvement correctif soit terminé, et qui reparte vers le bas pour remettre une pièce dans le jukebox. Mais voilà, le DAX est très facile à lire, et quoi qu'on en dise, il reste baissier. Pour l'euro-dollar, je dirais que c'est à peu près la même chose. On a vraiment un trend baissier, mais d'une lisibilité extraordinaire en weekly. Ce rectangle baissier, on le voit comment? Écoutez, là, il n'y a aucune, je dirais, incursion du RSI ou des stochastiques au-dessus des 50. On a clairement les deux qui se trouvent en dessous des 50, des zones de neutralité, qui forment donc les indications, enfin les éléments techniques d'une baisse particulièrement prononcée. Et en plus, on vient de passer, enfin c'est un petit moment maintenant, mais on a passé en dessous la parité, on est en dessous des 1, donc maintenant il n'y a pratiquement plus aucune limite. Alors j'ai vu pourquoi la dernière fois les économistes indiquaient qu'on pouvait baisser jusqu'à 0,5 en termes de l'euro-dollar. Bon, c'est un peu vaseux, c'est tout simplement parce que le composite de l'euro-dollar, lorsqu'on le reconstruit avec les monnaies de l'époque, donc de l'Europe, avait atteint les 0,5 dans les années 1980 ou 1984. Donc bon, c'est la seule référence que l'on ait. Et on ne peut pas dire que ce soit super parlant. En l'état actuel des choses, on a, en fait, on n'a plus aucune baisse potentielle. Alors, je peux m'amuser effectivement à mettre le maximum. Voilà, c'est là où vient le 0,5, c'est qu'au plus bas, voilà, dans les années 80-84, on n'était pas loin des 0,5. Mais ça reste composite, puisque l'euro, on l'a eu qu'à partir de 99. Donc c'est un petit peu foireux, je trouve, comme analyse, mais peu importe. Ce qu'on voit là, c'est qu'on a une belle baisse, qu'on a pratiquement aucun obstacle avant un petit moment, avant 0,87. Pour freiner le prix, les 0,87, c'est des années 2002, donc c'est un petit peu plus pertinent. Et en l'état actuel des choses, ce que je vois vraiment là-dedans dans le long terme, c'est pas forcément de faire joujou avec les CFD, mais vraiment d'acheter du dollar quand on est en zone euro, parce qu'on a des taux vraiment intéressants, ne serait-ce qu'à partir du moment où on est passé aux alentours de 1, au plus bas, on avait pratiquement 5%, au plus bas cette semaine, de l'euro, on avait 5% de variation. Tout ça en une semaine, c'est assez considérable. En sachant que depuis le début de la baisse, que moi j'avais caractérisé ici, quand le stochastique et le RSI sont passés à peu près en dessous des 50, alors je ne suis pas rentré pile en position là, je suis rentré en position finalement quand le RSI est revenu de sa zone de neutralité et commencé à rebondir, donc plutôt ici. Admettons que je sois rentré en position ici, vous soyez rentré en position ici, mais en fait, au plus bas, vous aviez 18% sur à peu près un an, du 13 septembre au 26. 18% sans risque, puisque c'est du cash, c'est assez confortable. Et pour l'instant, il n'y a pas de signe qui indique que le dollar va se retourner. Alors, il ne faut pas se leurrer, toutes les monnaies se cassent la figure, y compris le dollar, mais c'est le dollar qui se casse la figure le moins fortement, donc c'est plus intéressant pour nous de garder du dollar plutôt que d'être vraiment exposé en l'euro. En sachant qu'on peut aussi prendre du franc suisse éventuellement si vous voulez vraiment rester en mode géographique. Il y aura un petit peu moins de baisse, mais bon. Je trouve que l'euro-dollar est particulièrement lisible ici, sur le long terme. On voit, si vous voulez mettre une pièce dans le jukebox ici, c'est pas le moment. Peut-être attendre que le stochastique revienne faire joujou avec la zone neutralité et reparte vers le bas si le RSI se maintient toujours en dessous. Là, à ce moment-là, ça pourra être intéressant d'entrer en position. À chaque fois, finalement, que moi j'ai mis une pièce dans le jukebox, les flèches qui apparaissent ici, eh bien, alors peut-être pas cette fois-ci là, je ne sais pas pourquoi j'étais rentré en position là, mais ici en l'occurrence, c'est quand le stochastique repassait sous son signal et qu'on avait un RSI bien baissier, et c'est arrivé ici, et au tout début qui apparaît pas sur ma flèche, donc moi j'ai dû le faire un peu après, qui était ici. Donc des choses assez simples à lire. On voit également que l'obstacle qui est la parité 1 euro pour 1 dollar a été complètement transpercé plusieurs semaines d'affilée, parce que là, on en est pratiquement à... Voilà, ça fait presque un mois qu'on fait joujou avec la parité, qu'on est passé plusieurs fois en dessous, et là vraiment on se maintient littéralement en dessous.
Donc clairement, il n'y a plus grand chose qui puisse s'opposer à ça. Alors en sachant que voilà, l'information qu'on a eue sur le taux, l'euro, hein, c'est-à-dire que la remontée des taux d'intérêt au niveau de la BCE a fait remonter certainement le prix ici, parce qu'on arrivait un plus bas, puis c'est remonté là, hein, ici. Là, je suis en bougie avec Inachi, si je mets en bougie normale, je pense que ça sera un petit peu plus easy. Voilà, hein, on arrivait vraiment en bas et puis on a une remontée. C'est certainement lié à cette annonce de taux. Bon, ne pas se leurrer non plus sur ce que va faire la Fed. Il va annoncer certainement une hausse de taux plus importante que celle de la BCE. Donc se positionner peut-être juste avant pour continuer à la baisse, mais toujours dans une optique long terme, pas faire joujou non plus aux portes de Saloon. Là, ça va être intéressant, je pense, parce que voilà, cette remontée-là tout à fait saine. On arrive en bas du rectangle de baisse. Il faut que ça remonte un petit peu pour revenir à nouveau à la baisse. Donc je pense que là, on va avoir un jeu de ping-pong entre les taux, les annonces de taux entre BCE et Fed, en sachant que la Fed est beaucoup plus agressive. Elle peut se le permettre avec une économie qui est moins en souffrance que la nôtre. Et donc, il n'y a aucune raison pour que cette baisse, effectivement, s'arrête. Et donc, continuer à acheter du dollar me paraît tout à fait approprié. Sur une base court terme, bon, je ne vous cache pas pour l'instant que j'ai pas trop envie de jouer avec le court terme, notamment avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique. Ça peut vraiment amener beaucoup de volatilité, hein, ce qui s'est passé donc cette semaine avec ce qu'on a annoncé, hein, sur les gazoducs, qui a vraiment fait bouger le prix. Et je dirais, pour l'instant, c'est pas super lisible, si ce n'est que vraiment, si on est dans une optique court terme, 1 heure, on voit que le RSI a cassé sa zone de neutralité ici, est venu rebondir dessus et a l'air de se maintenir dessus. Ce qui laisse à penser, si vraiment vous voulez jouer l'euro-dollar, peut-être en CFD du coup, hein, ce coup-ci, la semaine prochaine, bien de viser un tunnel haussier de ce style-là, et d'entrer en position peut-être à la faveur d'un retournement du stochastique par rapport à son signal. Donc c'était le cas ici, quand le RSI se maintient au-dessus. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. N'oubliez pas bien sûr tout ce qui est volume par prix, donc les pics qui ont tendance à attirer le prix, c'est-à-dire que le prix il va avoir tendance à rester collé dessus, alors que les creux vont plutôt tendance à repousser le prix. Donc si j'ajuste mon graphique ici, on voit que ici on a un beau creux de volume par prix. Je me place autour du volume du prix actuel, ici aussi, et puis le pic apparaît plus ou moins là. Donc visez plutôt des mouvements des creux vers les pics. Ce sont ceux qui ont le plus de chances de patates de se produire, hein, ce qui s'est passé justement ici. On est arrivé pile, hein, sur le creux de volume par prix. Le stochastique s'est retourné à ce moment-là, un petit peu après, évidemment, le stochastique toujours un peu en retard. Le RSI aussi, donc là c'était un bon point d'entrée, puis de viser un retour sur le point consensuel, c'est-à-dire le pic dans le volume par prix. Ça, c'est vraiment des trades assez sympas à prendre et qui n'offrent pas vraiment un risque trop important. Enfin, pour le SP500, je maintiens un peu ce que je dis, hein. Le RSI, après avoir fait une divergence baissière avec le prix, a cassé la zone de neutralité, est venu rebondir dessus. Donc ça, c'était il y a quelques semaines, presque un mois maintenant. Presque 2 mois, maintenant. Et puis maintenant, on se maintient en dessous, donc le stochastique fait la même chose. Je pense vraiment que mon scénario initial, alors je ne connais pas encore l'angle de la pente, mais peut-être qu'il faut l'ajuster, peut-être que c'est pas aussi dramatique qu'on le pensait, qu'on est plutôt quelque chose comme ça. Mais voilà, depuis, on va dire à peu près le moment où le RSI a cassé la zone de neutralité, que le stochastique a fait pareil, donc ça nous amène à peu près ici. Et bien depuis ce moment-là, on peut envisager une baisse. Voilà, effectivement, je pense que là on commence à voir l'angle de la pente, et le scénario baissier est donc avéré, hein, tout simplement, parce que j'aime bien le répéter, mais voilà, le stochastique en dessous de sa zone de 50, RSI peu ou prou en dessous des 50 aussi, tout ça, c'est des indicateurs qui sont baissiers. Donc crack apocalyptique ou pas, on n'en sait rien, mais voilà, on est en phase de correction. Et quand on est en phase de correction, c'est pas la peine de chercher le point bas pour envisager une reprise spectaculaire vers le haut, mais plutôt de chercher des points hauts pour continuer à la baisse, tant qu'on n'a pas eu de signal qui indique qu'on a une inversion, c'est-à-dire en gros un RSI qui, après avoir fait idéalement une divergence, en l'occurrence là ça serait plus baissière mais haussière, et bien casse sa zone de neutralité, revient sur les 50 et rebondit pour amorcer un nouveau cycle de hausse. Pour l'instant on en est loin, on est effectivement dans la phase de baisse. Donc sur le long terme, pas facile d'entrer maintenant. Je pense que les points comme celui-ci ou le prochain à venir, donc quand je disais j'ai marqué une petite flèche, quand le RSI va revenir sur les 50 et va se maintenir dessus et que le stochastique va repasser au-dessous de son signal, là ça sera un point d'entrée intéressant pour le long terme. Pour ce qui concerne
le court terme. Donc on va regarder ça tout de suite. Ça va être, je pense, pas facile d'entrer en position sur ce type de baisse, tout simplement parce que voilà, il y a beaucoup de volatilité. Les bougies sont un peu grandes. Maintenant, ce qu'on a vu sur le weekly, on le revoit à nouveau sur le journalier. Regardez ici, vous avez le stochastique qui repasse en dessous de son signal et le RSI qui marque un point à peu près aux alentours des 50 avant de rebondir. Donc là, vous avez des points d'entrée qui sont intéressants à chercher. Et si vous voulez pas forcément entrer sur du journalier, pour que là il y a quand même quelque chose d'assez beau à faire, que moi-même je n'ai malheureusement pas fait parce que j'ai regardé autre chose, et bien sur une base 1 heure, vous allez retrouver à peu près le même principe, c'est-à-dire en fait un RSI qui reste en dessous de sa zone de neutralité, qui rebondit dessus et à la faveur, je dirais, d'un stochastique qui se retourne, on peut tenter une prise de position. Et là, il y en a quand même pas mal sur une base 1 heure. Il y a de quoi s'amuser un peu. Ici, depuis pratiquement, voilà, on va dire le lundi, donc pratiquement toute la semaine qu'on a eue la semaine dernière, eh bien en fait, on est un peu en range. Et ce qui est intéressant de voir lorsqu'on est en range, c'est qu'on a un RSI qui repasse au-dessus des 50, qui repasse en dessous, au-dessus, en dessous, et le stochastique fait pareil. Donc c'est assez caractéristique. On sent donc qu'il y a une pause, peut-être liée tout simplement à une baisse de volume. Et tout simplement parce qu'on arrive à la fin du trimestre, la fin du mois, la fin de la semaine, beaucoup de choses qui arrivent finalement à terme. Mais je pense qu'on va repartir certainement à la baisse. On va voir ça la semaine prochaine, tout simplement parce que voilà, on n'est pas arrivé encore en bas du rectangle ici. Et donc ça peut très bien continuer, même si on a vu que il y avait un creux de volume par prix. C'est en fait ce qu'on appelle tout simplement, en jargon non technique, un support qui peut freiner aussi, aider à freiner ce qu'on voit, le prix à ce niveau-là. Et donc peut-être attendre qu'au niveau court terme, qu'on sache si on repart vers le haut ou vers le bas avant de commencer à entrer en position et faire joujou sur du day trading. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.